Bonsoir, merci de nous avoir rejoints et bienvenue à la première présentation sur comment se qualifier pour les championnats du monde UCI Grand Fondo au Grand Fondo Vosges le 19 mai prochain. Je m'appelle Marvin Faure et je suis le fondateur et gérant d'Alpine Cols. Nous sommes un groupe d'entraîneurs cyclistes basés dans les Alpes et spécialistes dans le coaching pour Grand Fondo. Alors, ce soir, c'est la première d'une série de 3 conférences destinées à vous aider à vous qualifier pour les mondiaux. Cette première présentation porte sur la première partie de votre plan pour la période allant de maintenant à la mi-février. La présentation va durer entre 30 et 40 minutes, sera enregistrée et ensuite mise sur YouTube. Les 2 présentations qui restent auront lieu le 8 février lorsque je présenterai la partie 2 du plan d'entraînement et enfin le 2 mai lorsque je présenterai comment aborder la course elle-même afin de réussir votre qualification, qui est après tout le but. Je répondrai à toutes les questions à la fin, mais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email à info@alpinecol.com. Je répondrai dès que possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre 1 minute pour parler de notre stage d'entraînement spécifique pour cette course. Il s'agit d'un stage de 4 jours conçu autour du Grand Fondo Vosges pour vous donner les meilleures chances de vous qualifier. Le stage débutera le mercredi 15 mai au soir et comprendra un hébergement de 4 jours ainsi que l'inscription à la course. Le jeudi et le vendredi, nous vous emmènerons en reconnaissance des parties clés du parcours. Et le samedi sera une journée plutôt tranquille avant la course de dimanche. Le ratio entraîneur-coureur sera de 1 à 6 ou mieux, ce qui vous permettra de bénéficier d'un encadrement personnalisé. L'accent sera mis sur les techniques de course, à la fois sur le vélo et pendant les séances le soir. Nous ferons des présentations sur les sujets tels que l'analyse de la course, l'élaboration d'un plan de course, le maniement du vélo et le positionnement dans le peloton, la gestion d'énergie, la nutrition ainsi que les tactiques de course. Donc voilà, c'est conçu pour vous aider et vous donner le maximum de chances pour vous qualifier le dimanche 19 mai. Voilà, bon, parlons maintenant de l'épreuve. Commençons par un rapide coup d'œil sur le profil. Le Grand Fondo est l'épreuve de qualification pour les hommes âgés de 19 à 59 ans. Toutes les femmes et tous les hommes âgés de plus de 60 ans doivent faire le Medio Fondo pour se qualifier. On va voir ça tout de suite après. Le Grand Fondo est donc long de 178 km et comprend 3500 mètres de dénivelé sur un total de 10 ascensions de 5 km ou plus et au moins 4 ou 5 ascensions plus courtes. Certaines pentes sont autour de 10% sur 2 ou 3 km, mais la plupart se situent entre 6 et 8%. Les routes sont souvent étroites et certaines descentes sont techniques. Il y a environ 23 km qui peuvent être considérés comme relativement plats en 3 sections après les kilomètres 22, 70 et 95. Les 60 derniers kilomètres sont une série de montées et de descentes quasiment sans répit. Bon, voilà pour le Grand Fondo. Le Medio Fondo, qui est donc l'épreuve de qualification pour toutes les femmes et pour les hommes de plus de 60 ans, est plus court de 56 km. Le parcours fait donc 122 km et comprend 2700 mètres de dénivelé, répartis en 5 ascensions de 5 km ou plus et 4 ascensions plus courtes. Comme pour le Grand Fondo, les routes sont souvent étroites, les descentes techniques et les dénivelés sont le plus souvent de l'ordre de 6, les pentes sont le plus souvent de l'ordre de 6 à 8% et approchent parfois les 10% sur 2 ou 3 km. Environ 20 km sont relativement plats en 3 sections après les kilomètres 22, 64 et 76. Les 40 derniers kilomètres du Medio Fondo sont une série de montées et de descentes sans répit. Donc voilà pour les 2 parcours. Alors, que faut-il pour réussir sur de tels parcours? Nous ne pouvons créer un plan d'entraînement qui tient la route avant d'avoir compris ce qui fait qu'un coureur soit plus rapide qu'un autre. Ou, dans le jargon d'entraîneur, on parle des exigences de l'épreuve. Donc, j'ai analysé ces exigences en 4 catégories
et on va les regarder dans l'ordre tout de suite. D'abord, les exigences physiologiques. Comme pour toute épreuve d'endurance, l'exigence la plus importante est pour une excellente endurance aérobie. Ensuite, la durabilité, c'est-à-dire la capacité à répéter des montées successives de 20 à 30 minutes au seuil sans perte de puissance. Souvenez-vous qu'il y a 10 montées d'à peu près 5 km ou un peu plus. Donc, ça va prendre 20 minutes, peut-être 30 minutes. Va falloir les monter au seuil. Donc, il faut pouvoir faire ça du début jusqu'à la fin sans perte de puissance. La durabilité est particulièrement importante au Grand Fondo Vosges, en fait, en raison de ces nombreuses montées. Alors, presque aussi importante est l'endurance musculaire sur le court terme, c'est-à-dire les efforts au-dessus du seuil de 30 secondes à 4 ou 5 minutes qu'on utilise pour bien se placer ou se replacer avant les montées, avant les goulots d'étranglement et avant les intersections. Bien sûr, un rapport poids-puissance élevé en raison de toutes les ascensions. Et enfin, la capacité de récupérer rapidement entre les efforts sur des descentes qui seront très courtes, évidemment. Ensuite, les exigences psychologiques. Tout d'abord, la capacité à maintenir sa concentration, sa motivation et sa lucidité pendant le temps nécessaire à terminer, même si l'on est très fatigué. Ensuite, l'autodiscipline nécessaire pour s'en tenir à son allure maximale dans les montées et laisser partir les autres, si nécessaire, peut-être pour les revoir plus tard. Mais si on pousse trop fort soi-même, c'est sûr qu'on va mal se terminer. La tolérance à tolérer la capacité à tolérer de longues périodes de douleur et d'inconfort est très important. Et ensuite, la capacité à rester positif et à faire face aux moments difficiles et aux pensées négatives qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Donc voilà pour les exigences psychologiques. Voici les principales exigences techniques. C'est une épreuve montagneuse, donc vous ne serez pas surpris d'entendre qu'il faut d'excellentes qualités techniques des grimpeurs sur des pourcentages variés. Bien sûr, ce qui monte doit aussi descendre, donc il vaut mieux être un très bon descendeur aussi. Il faut savoir rouler vite en peloton, de manière sûre et efficace, parce qu'il y a pas mal de kilomètres qui sont quand même relativement plats où il va falloir prendre des roues. Et enfin, il faut pouvoir s'alimenter de manière adéquate et à des moments opportuns tout au long de la course. Voilà pour les exigences techniques. Alors, dernier jeu d'exigences, c'est les exigences tactiques qui sont particulièrement importantes si on veut se qualifier pour les mondiaux, car vous devez être dans le premier quart de votre catégorie et là, la concurrence est rude. Donc, les deux plus importants sont savoir identifier les roues à suivre et savoir les suivre, évidemment. Mais de point de vue tactique, il faut déjà identifier les roues qu'on peut suivre et celles qu'il faut laisser filer, éventuellement. Et deuxièmement, la capacité à bien se positionner et à identifier le moment où il faut passer à l'avant du groupe afin d'éviter les cassures et les chutes. Alors, ça, c'est une chose sur laquelle on va travailler pendant notre stage d'avant-course pour vous amener sur le parcours pour identifier justement ces endroits où il y a des goulots d'étranglement ou des montées qui arrivent, etc., où il faut être à l'avant de votre groupe. Alors, on vient à votre plan personnel. Le problème pour tout entraîneur qui va proposer un plan pour beaucoup de monde, c'est que chacun de ces cyclistes-là est unique. Ils ont peut-être tous le même objectif de se qualifier pour les mondiaux, mais ils ont tous des expériences différentes, des compétences différentes et des contraintes différentes. Alors, un plan qui conviendrait à tout le monde ne peut exister, en fait. C'est vraiment un leurre. C'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas. Ce que nous essayons de faire, par contre, est de vous donner un cadre, des principes et des recommandations que vous devrez adapter selon vos besoins. Notre objectif, donc, est de vous donner les moyens de bien réfléchir au processus d'entraînement et de prendre la responsabilité de votre propre préparation.
il est tout à fait possible qu'une partie de ce que je dirais ne sera pas appropriée pour vous en tant qu'individu, quand je ne connais pas votre situation exacte. Alors, on va commencer par regarder les principes que vous devez prendre en compte. Le premier et le plus important, si vous voulez vous qualifier, vous devez en faire une priorité. Non seulement dans votre entraînement, mais aussi, au moins dans une certaine mesure, dans votre vie. Si cela doit être négocié avec partenaire ou votre famille, c'est le moment de le faire maintenant. Ensuite, vous devez être régulier. Il ne sert à rien, par exemple, de s'entraîner très dur pendant 2 semaines, puis de ne rien faire les 2 semaines suivantes, ou de s'entraîner que le week-end. Vous devez essayer de vous entraîner au moins 4 voire 5 jours par semaine. Cette notion est captée par l'expression anglaise « train hard to race easy ». Donc, on est dur à l'entraînement afin que la course soit plus facile. Le point 3, la qualité la plus importante que vous devez développer est votre base aérobie. Rappelez-vous qu'il s'agissait du point numéro 1 des exigences de l'événement, en fait. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci pour cela. Vous devez passer beaucoup de temps sur votre vélo, le plus souvent à faible intensité. Cela créera des adaptations d'endurance dont vous avez besoin sans ajouter de fatigue inutile, et aussi ça vous aide à mieux adapter votre métabolisme à oxyder les graisses et les lipides. Je vais développer un peu plus ce point, car c'est souvent mal compris. Alors, pourquoi s'entraîner à faible intensité? Logiquement, si vous voulez rouler plus vite, vous devez vous entraîner plus vite, non? Alors, ce n'est pas si simple. Le point essentiel est que vous obtenez toutes les adaptations aérobies dont vous avez besoin à faible intensité. Et qu'on fait rouler aussi fort que possible à chaque sortie est une manière très inefficace de s'entraîner. Ça fonctionne lorsque vous commencez à faire du vélo. Quasiment tous les débutants commencent comme ça, moi le premier, mais vous allez rapidement atteindre un plateau. Si on regarde le graphique, la plupart des débutants et de nombreux cyclistes de club s'entraînent comme les barres bleues de ce graphique, en passant la plupart de leur temps à rouler fort dans les zones 3 et 4, donc les zones tempo et les zones sous-seuil et vers le seuil. Or, il a été démontré qu'il est plus efficace d'effectuer la majorité de votre entraînement comme indiqué par les barres rouges, à un volume élevé, à une faible intensité, dans les zones 1 et 2, avec une petite partie à haute intensité. Alors, le rapport peut se situer quelque part entre 80-20 et 90-10. C'est ce qu'on appelle l'entraînement polarisé dans le jargon, et tous les cyclistes professionnels adoptent une variante en fait de ce principe. Alors, pour bien suivre un événement polarisé, il faut être clair sur les zones. Un modèle à 3 zones est tout ce dont vous avez vraiment besoin en fait, et ça simplifie les choses. Le point le plus important se situe entre zone 1 et zone 2 sur ce modèle à 3 zones. C'est ce qu'on appelle la LT1, le premier seuil de lactate, et c'est le point à partir duquel la concentration de lactate dans votre sang commence à augmenter. Avant, c'est plat, ou ça devrait être plat. Vous devez effectuer la majorité de votre entraînement à ce seuil ou même en dessous. Comment le déterminer? Alors, la meilleure façon est d'effectuer un test en laboratoire où l'on mesure la concentration de lactate dans votre sang pendant que vous augmentez la charge par palier. Ce test est cependant coûteux et pas toujours facile à trouver. Vous pouvez l'estimer vous-même en effectuant un test par palier sur votre home trainer, en commençant par une charge très facile, comme mettons 80 watts ou 100 watts, et en augmentant de 15 ou 20 watts tous les 3 minutes. Faites très attention à votre respiration et notez la puissance et la fréquence cardiaque au moment où elle commence à s'accentuer. Cela indique que vous venez de franchir le seuil, ce premier seuil, et que votre besoin d'oxygène a augmenté. Cela arrivera probablement à une intensité beaucoup plus faible que vous ne le pensez. Pour la plupart des gens, cela ne représente pas plus que 60 à 65% de leur fréquence cardiaque max
ou de la FTP et peut être encore plus bas. Donc, c'est quand même assez bas. Alors, retour à notre liste de principes généraux. Le quatrième principe consiste à développer votre capacité à oxyder les lipides ou brûler les graisses, si vous préférez. Ce point aussi nécessite peut-être quelques explications pour comprendre pourquoi il est important. Donc je vais prendre quelques minutes pour expliquer ça. Pendant un effort d'endurance, notre corps dispose de deux sources d'énergie possibles, essentiellement le glucose ou les graisses, les lipides. Il existe des différences importantes entre ces deux sources d'énergie. D'abord, votre corps ne peut stocker qu'environ 2000 calories d'énergie sous la forme de glycogène, alors qu'il peut stocker au moins 50 000, voire même plus, sous forme de graisse ou de lipides. Cela signifie que pour faire l'analogie avec une voiture, nous avons un moteur qui peut brûler deux types de carburant différents, mais nous n'avons qu'un petit réservoir d'un type de carburant, alors qu'il y a un énorme réservoir de l'autre. Cela n'aurait pas d'importance si les deux types de carburant étaient totalement interchangeables, et bien sûr, ils ne le sont pas. En fait, il y a un avantage énorme si vous pouvez brûler un pourcentage élevé de lipides à l'allure de la course. Alors, bien sûr, vous pouvez manger en course et il faut absolument manger des glucides en course, mais vous pouvez jamais consommer, vous pouvez jamais manger assez. C'est pour ça que plus vous pouvez puiser votre énergie dans vos graisses, dans vos lipides, mieux vous vous portez. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, tiré d'une étude de recherche, même chez les athlètes bien entraînés, les variations sont énormes. Avec une oxydation des graisses qui va de 20% au repos, pour certains, jusqu'à presque 100%. Les chercheurs ont constaté une répartition similaire à l'allure de course, mais avec une moindre utilisation des graisses. À l'allure de course, les meilleurs ne parvenaient pas qu'à 40%, et beaucoup, enfin les moins bons étaient à zéro. Donc, ils étaient obligés d'utiliser que des glucides à l'allure de la course. C'est ça qui limite en fait votre capacité à rouler plus vite, plus longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de travailler sur cet aspect et de développer votre capacité à brûler les graisses. On va voir comment tout à l'heure. On revient de nouveau à notre liste. Le cinquième principe consiste à développer votre endurance musculaire à court terme. Autant que vous savez bien manier votre vélo, c'est cette qualité en fait qui vous permettrait de transformer une bonne performance en quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? C'est à cause de l'importance du positionnement dans le peloton. C'est grâce à cette qualité, la résistance musculaire à court terme, que vous allez pouvoir faire des efforts nécessaires pour passer en tête juste avant une montée ou avant une intersection, ou de monter des petites bosses en puissance et de suivre les bonnes roues au bon moment. Je continue la liste. Le sixième. Au cours des 3 à 4 dernières semaines, vous devez grimper au moins 2600 mètres en une seule fois si vous préparez le grand fondo et au moins 2000 mètres si vous préparez le médio fondo. Et tout au long de votre formation, de votre entraînement, vous devez faire autant de montées que possible. Si vous habitez dans une région plate, vous avez le choix entre 1. Faire des allers-retours sur le plus grand côte que vous pouvez trouver à proximité. Bon, c'est ennuyeux, mais ça fait quand même du dénivelé. 2. Voyager pour trouver des bosses s'ils ne sont pas trop loin. Ou 3. Utiliser un home trainer relié à une application qui simulera les côtes pour vous. Avec les applis modernes, c'est quand même assez bien. Sauf évidemment, vous êtes dans votre garage et si vous n'êtes pas sur la route dehors. Le septième principe consiste à augmenter progressivement la charge. Si vous ne vous entraînez actuellement que 3 heures par semaine, par exemple, et que vous voulez passer à 10 heures par semaine, vous devez prendre au moins un mois pour y arriver.
car votre corps a besoin du temps nécessaire pour s'adapter. Vous ne pouvez pas faire des sauts importants en charge et les maintenir. C'est possible évidemment pendant un stage, vous passez de, mettons, 10-15 heures par semaine à 30 heures par semaine lors d'un stage, mais c'est juste pour une semaine. Vous ne pouvez pas passer de 10-15 à 30 et puis la maintenir. Ce n'est pas possible. 8e point. N'oubliez jamais le fait que votre corps ne se renforce que lorsque vous vous reposez et récupérez. L'entraînement crée des dégâts dans votre corps et donne les stimuli nécessaires, mais on ne devient plus fort que pendant la récupération. Donc, il est vraiment important de laisser à votre corps le temps dont il a besoin pour s'adapter et devenir plus fort. Numéro 9, surveillez votre capacité à supporter une charge élevée. C'est important car les recherches menées ces dernières années ont montré qu'un entraînement intensif n'a un effet positif que si votre corps est en train d'en profiter. Voyons donc comment nous pourrons surveiller cela. Ça, c'est des avancées récentes dont je parle. Le problème est que la récupération est freinée par le stress. Alors, ça peut être le stress de l'entraînement ou le stress de la vie, ou les deux. Donc, tout ce stress oblige votre corps à sécréter les hormones qui sont nécessaires pour gérer le stress, mais qui freinent également votre récupération à l'entraînement. Votre corps va privilégier la récupération du stress et c'est au dépend, en fait, de la récupération de l'entraînement. Donc, heureusement, il existe un moyen très simple de mesurer votre niveau actuel de stress total. Vous n'avez pas besoin de tester les hormones, mais simplement leur effet sur votre rythme cardiaque et surtout sa variabilité. Installez l'application HRV4 Training sur votre téléphone, puis mesurez votre HRV, c'est Heart Rate Variability, ou en français la variabilité de la fréquence cardiaque. Vous mesurez chaque matin, juste après le réveil, ça va prendre littéralement 1 minute, et au bout d'une semaine, l'application vous indiquera vos valeurs normales. Dans cet exemple que vous voyez à l'écran, tout allait bien. Vous pouvez déjà voir mes relevés quotidiens, la moyenne mobile sur 7 jours, ce qui est la ligne blanche, et la plage normale, qui est la partie en gris. Dans ce cas, tout allait bien jusqu'au 20 mai, l'avant-dernier jour sur cette capture d'écran, date à laquelle les valeurs étaient bien en dessous de la fourchette normale. Donc, j'ai pris une journée de repos et le lendemain, il s'est rétabli. Voilà, c'est comme ça qu'il faut se servir de cette app. Tant que la variabilité de la fréquence cardiaque, le HRV, est normale, tout va bien, entraînez-vous selon votre plan. Si par contre, c'est en dehors de la plage normale, qu'elle soit trop élevée ou trop basse, vous devez prendre une journée de récupération, une journée de repos. Alors, c'est un peu compliqué pour rentrer dans les détails. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube, ou si vous préférez lire, vous pouvez trouver un article de blog sur le site internet d'Alpine Cols, ou tout simplement faire une recherche internet, vous trouverez plein d'articles là-dessus. Enfin, dernier point, mais pas le moindre, vous devez inclure des exercices dans votre entraînement pour développer vos compétences techniques, telles que la descente, les virages et votre capacité à tenir les roues. Le seul moyen de vous améliorer dans ces domaines est par un entraînement constant. Donc, pensez-y et faites-le. Voilà, maintenant que vous avez parlé de ces principes généraux, on peut venir au plan d'entraînement lui-même. Il comprend 3 phases ou périodes. La préparation, où vous préparez votre corps à une charge d'entraînement accrue et vous développez vos capacités aérobie et de brûler les graisses. La pré-compétition, où vous ajoutez de l'intensité à l'entraînement pour vous préparer à la course. Et enfin, la compétition, ou la phase d'affûtage, où vous réduisez la fatigue sans pour autant perdre votre forme physique. Ici, vous voyez notre cadre du plan d'entraînement.
Il s'agit bien d'un cadre et non pas d'un plan détaillé au jour le jour, car pour des raisons que j'ai déjà expliquées. L'idée est que si vous comprenez bien le raisonnement, vous pouvez vous en inspirer pour développer votre plan personnel taillé sur mesure pour vous-même. Le plan est disponible sur le site internet du Grand Fond de Vosges, où vous pouvez me le demander directement par email. Je ne vais pas commenter le plan point par point, mais juste expliquer la structure. Il y a 2 pages. Cette première page vous indique les objectifs de l'entraînement pendant chaque période et pourquoi ils sont importants. La deuxième page vous donne des propositions de séances concrètes. Chaque phase ou période est décomposée de mésocycles de 4 semaines, comprenant 3 semaines de charge et 1 semaine de récupération. Et vous voyez le petit graphique qui indique comment la charge doit varier. Juste un mot pour les plus anciens. Si vous avez plus de 50 ans, il y a un argument en faveur de faire des mésocycles de 3 semaines, comprenant 2 semaines de charge et 1 semaine de récupération, parce qu'au bout de 50 ans, on a besoin de plus de temps pour se récupérer. Donc voici la deuxième page avec les séances, les semaines types et des propositions de séances. En fait. Plus vous êtes expérimenté, plus vous souhaitez faire la course, plus vous devez faire des séances en fractionné, des intervalles et travailler les intensités élevées. Mais je déconseillerais de faire plus que 2 fois par semaine dans tous les cas. Alors, comment prendre le cadre et le personnaliser pour vous? Il vaut mieux être pragmatique et commencer par vos contraintes, notamment votre disponibilité en temps. Soyez réaliste. En confirmant avec votre partenaire et votre famille, vous éviterez peut-être bien des malentendus et des conflits. Donc, quel jour de la semaine pouvez-vous vous entraîner et pour combien de temps? Quelles sont les obligations familiales ou professionnelles qui vous empêcheront de vous entraîner? Donc, une fois que vous aurez bien réfléchi, vous pourrez bloquer semaine après semaine le temps d'entraînement dont vous disposerez. Vous vous retrouverez quasiment certainement avec quelque chose qui est assez loin de l'idéal. C'est la vie. Il faut faire autant d'ajustements que possible pour tenter de respecter le cycle d'augmentation de la charge d'entraînement suivi de récupération par cycle de 3 ou 4 semaines, mais ce n'est jamais parfait. Ça, c'est la vie. Alors, voyons maintenant ce que doit contenir la première partie de votre plan d'entraînement. La première partie est la phase de préparation qui s'entend de maintenant à la mi-février. Les objectifs clés, les priorités pendant cette période sont, premièrement, d'habituer votre corps à la charge et développer votre capacité à s'entraîner pendant 10 à 12 heures ou plus par semaine et à rouler sur de longues distances sans fatigue excessive. Deuxièmement, et cela fait partie du premier objectif, développer la capacité à oxyder les lipides ou brûler les graisses si vous préférez le terme. Ces 2 premiers objectifs représentent les 80 à 90%. Les 10 à 20% restants consistent à développer votre force musculaire et votre PMA, votre puissance maximale aérobie. Cela augmentera également votre puissance critique ou votre FTP et favorisera votre durabilité, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, incluez quelques exercices pour travailler les compétences techniques que les descentes et les virages. Donc voilà pour les objectifs et les priorités pour cette première période. Voyons maintenant comment les atteindre. Alors, comment développer l'endurance aérobie? Il n'y a pas de raccourci. Il faut rouler simplement autant que possible. Donc, progresser vers des sorties de 5 puis 6 heures à faible intensité. Ne succombez pas à la tentation de rouler plus vite. Rappelez-vous que ces sorties sont censées être lentes et 80% de votre entraînement devrait être comme ça. Ces longues sorties à faible intensité vont aussi vous aider à oxyder plus de lipides, mais seulement si vous adaptez votre alimentation. C'est important, j'y reviendrai tout à l'heure. La deuxième séance d'entraînement de la semaine devrait être une séance d'intervalle. Cela fait partie des 10 à 20% qui doivent être concentrés sur une intensité élevée. Lors de la course, vous allez grimper à un niveau très proche de votre puissance critique ou FTP et vous ferez de nombreux efforts plus courts au-dessus du seuil pour vous replacer dans le peloton, raccrocher aux roues, etc. Ces séances d'intervalle ont donc 3 objectifs. Le premier est d'augmenter votre FTP, le deuxième est d'augmenter votre durabilité et le troisième est d'augmenter votre tolérance à la douleur.
Nous allons regarder les détails dans un instant. La troisième séance est une autre sortie longue à faible intensité. Et la quatrième est une deuxième séance d'intervalle. Donc, regardons ces séances d'intervalle. Nous pourrions discuter à l'infini des meilleures séances d'intervalle. Outre le fait évident qu'elles doivent être alignées sur l'effort auquel vous pouvez vous atteindre pendant la course, la recherche n'a pas encore identifié de solution miracle. Et je crois franchement qu'il n'en existe pas. Donc, ce que je vous montre ici sont, le premier, c'est 2 fois 10 minutes avec 5 minutes de repos. Le deuxième, c'est 4 fois 8 minutes avec 3 minutes de repos. Et le troisième, c'est 8 fois 4 minutes avec 2 minutes de repos. Ces 3 séances sont certainement efficaces. Les intensités ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si vous me dites que vous préférez quelque chose de légèrement différent, je ne vais pas discuter parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Donc, choisissez l'intensité. Lorsque vous commencez une séance d'intervalle, vous choisissez l'intensité à pouvoir terminer la séance. Si vous n'avez pas fait d'intervalle depuis un certain temps, je vous suggère de commencer à une intensité moyenne, c'est-à-dire en dessous de votre FTP. Après quelques semaines, vous pouvez travailler des intensités plus élevées. Avec de l'expérience, vous allez savoir tout de suite vous caler à la bonne intensité. L'autre question concerne la cadence. Je suggère de varier la cadence entre les séances, mais probablement pas au cours d'une séance à cette époque de l'année. En supposant que vous en fassiez 2 par semaine, vous pourrez faire une des séances à cadence élevée et l'autre à cadence basse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela dépend de vous, mais une cadence élevée serait normalement supérieure à 80 tours par minute et une cadence basse serait inférieure à 60 tours par minute. Sachez qu'à une puissance donnée, une cadence élevée donnera une fréquence cardiaque plus élevée et le ressenti sera plus dur. Quelques points à retenir. Bien se chauffer avant le premier intervalle, au moins 15 minutes, et de préférence 20, voire même 30 minutes. 2. Rappelez-vous qu'il s'agit autant de développer votre tolérance à la douleur et qui sont donc censés faire mal. Et 3e, cependant, ce n'est pas une bonne idée, du moins pendant cette phase, de vider complètement le réservoir. Il vaut mieux s'arrêter avec un intervalle en réserve. Alors, si vous allez faire 2 séances d'intervalle par semaine, il est absolument essentiel que les sorties longues soient à faible intensité, parce que sinon, votre charge d'entraînement sera trop élevée et vous finirez tôt ou tard par vous retrouver en surentraînement. Rappelez-vous que l'entraînement intensif crée le stimulus nécessaire pour devenir plus fort, mais que votre corps ne se reconstruit et ne devient réellement plus fort que lorsque vous lui donnez la possibilité de récupérer. Donc, ne faites donc une sortie de plus, même de récupération, que si vous vous sentez vraiment bien et que tous les indicateurs soient ouverts. Mais même dans ce cas, limitez-la à 1 heure maximum à une intensité très faible. Alors, voyons maintenant comment augmenter votre capacité à oxyder les lipides. Il faut utiliser votre alimentation de manière stratégique pour soutenir à la fois une charge d'entraînement élevée et une augmentation progressive de l'oxydation des lipides. En termes simples, vous devez ajuster votre consommation totale de calories pour qu'elle soit équivalente aux calories que vous oxydez, tout en ajustant la quantité relative de glucides et de lipides que vous consommez pour qu'elle corresponde à votre charge d'entraînement. Donc, le premier point est de varier la quantité de nourriture en fonction de votre charge d'entraînement. Vous devrez manger en fait beaucoup moins les jours de repos ou les journées de récupération que les journées d'entraînement intensif. Mais cette mesure seule ne suffit pas à changer votre capacité à oxyder les lipides. Pour cela, vous devez mettre votre corps en situation à oxyder les lipides de préférence aux glucides. Alors, comment faire? Le deuxième point, alors, est que vous devez entraîner votre corps à oxyder des lipides de préférence. Au repos, certes, mais même lors d'une sortie à faible intensité. Ce qui veut dire que vous devrez consommer pratiquement aucun glucide les jours où vous ne vous entraînez pas du tout et très peu les jours de récupération. Donc, comme ça,
s'il n'y a pas de glucides dans votre système, votre corps est obligé d'oxyder ou de brûler les graisses. Vous n'avez réellement besoin de glucides que lors d'une journée de charge, lorsque vous effectuez une série d'intervalles de haute intensité ou lors d'une journée de sortie longue, au bout de 2 ou 3 heures et après pour refaire les stocks de glycogène. Donc, afin de réussir les deux objectifs, adaptation des calories et adaptation de la quantité de glucides, vous devrez calculer votre dépense énergétique sur 3 jours type et créer ensuite 3 menus standards que vous pouvez utiliser comme base de référence. On va voir ça sur les 2 prochaines slides. Voici un exemple de 3 plans nutritionnels pour un cycliste assez typique, montrant les besoins en calories et la répartition des macronutriments pour 3 charges d'entraînement différentes. Donc, il y a plusieurs choses à noter sur ce tableau. D'abord, les besoins caloriques totaux varient considérablement, de 2600 calories pour une journée de récupération à 5100 pour une journée de 5 heures de sortie. Alors, pour vous, ça pourrait être différent. Hein. Il faut identifier les bons chiffres pour vous. Ça, c'est les données pour un homme, 70 kilos, 50 ans, besoin énergétique de base de 1000 calories. Donc, c'est une moyenne, mais pour vous, ça peut être très différent. Donc, attention. Le deuxième point, c'est que la répartition des macronutriments varie également considérablement, allant de 17% de glucides, 65% de lipides et 19% de protéines pour la journée de récup, à 43% de glucides, 45% de lipides et 13% de protéines la journée de la sortie longue. Notez que la consommation de lipides et de protéines augmente en termes absolus, mais que la variation la plus importante en termes de pourcentage concerne les glucides. Hein, ça passe du simple enfin, c'est multiplié par 5 en fait, entre les deux journées types. Notez aussi que l'apport en protéines est assez élevé, même lors d'un jour de récupération. C'est 1,8 grammes par kilogramme. Donc, vous devrez adopter ces données pour vous-même. Je n'ai pas le temps ce soir d'entrer dans tous les détails comment calculer, si ce n'est pour dire que vous devez commencer par calculer votre taux métabolique de base, qui est l'énergie que vous dépensez simplement pour rester en vie, puis ajouter la dépense supplémentaire créée par votre activité physique et votre entraînement tout au long de la journée. Alors, Alain Cousens, si vous parlez bien ou lisez bien l'anglais, il explique tout cela en détail dans le chapitre 5 de son livre sur le Substack que j'ai référencé là. Donc, n'hésitez pas à aller lire ça si vous comprenez bien l'anglais. Alors, voyons maintenant comment transformer ces plans macro en véritables menus. La meilleure façon de créer des menus réels est d'utiliser l'une des nombreuses applications en ligne. Celle que j'utilise ici s'appelle myfitnesspal.com. Vous pouvez trouver ça facilement. Elle dispose d'une vaste bibliothèque d'aliments différents, si bien qu'il est vraiment facile de saisir votre menu type, comme j'ai fait ici pour mon petit déjeuner. Vous faites de même pour les 3 repas principaux, ainsi que pour les encas que vous prenez tout au long de la journée ou sur le vélo. C'est aussi la nutrition sur le vélo. L'appli fournit ensuite le total des calories pour la journée, ainsi que la répartition entre glucides, lipides et protéines. C'est ça surtout qui est très pratique et très utile. Il est facile de supprimer ou d'ajouter des nouveaux éléments au menu ou de modifier les quantités jusqu'à ce que vous atteigniez vos valeurs cibles pour la journée, que ce soit en calories totales et en répartition entre glucides, lipides et protéines. Voilà. Alors, la dernière question qui se pose est la suivante. Quels sont les meilleurs aliments? Regardez ça. En ce qui concerne les glucides, il faut privilégier au maximum les glucides complexes et naturels, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les lentilles, les légumineuses, etc. Il faut surtout éviter le sucre raffiné, les gâteaux sucrés en tout genre et les plats industriels en général. La seule exception à cette règle est lors d'une grosse journée de vélo où la quantité de glucides que vous devez consommer vous oblige
plus ou moins à utiliser la nutrition sportive et surtout des gels ou des boissons énergétiques. Vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser la nutrition sportive lors d'une séance d'intervalle d'une heure, hein, ni même lors d'une sortie de moins de 2 ou 3 heures. Mais lorsque la sortie devient longue, et bien entendu en course, il faut absolument en avoir recours. Ça, c'est clair. En ce qui concerne les lipides et les graisses, on recherche là encore les formes naturelles de qualité supérieure, plus végétales qu'animales. Les bonnes sources sont les suivantes: les avocats, les fromages à pâte dure, les poissons gras, le saumon, les sardines, les maquereaux, les truites, les thons, etc. Les noix et les graines, les olives et l'huile d'olive, de qualité supérieure de préférence, les noix de coco et l'huile de coco, le yaourt, les œufs, et pourquoi pas, enfin, du chocolat noir, évidemment, avec modération. En ce qui concerne la protéine, là encore, votre choix devrait se porter sur la qualité. C'est la viande maigre, la volaille, les œufs, on retrouve le poisson, le fromage, yaourt grec, et bien sûr les protéines d'origine végétale, telles que les lentilles, haricots, céréales, noix, tofu, pois chiches, avoine, riz sauvage, etc., etc. Donc, beaucoup de bonnes choses. Il n'y a aucune raison de manger la même chose tous les jours. Alors, on arrive à la fin, au dernier point. C'est pas le moindre, c'est le sujet qui fâche souvent, malheureusement. Si vous voulez rouler plus vite, il faut appuyer plus fort sur les pédales, ce qui vous oblige de renforcer vos muscles. Alors, tristement, c'est vrai, la meilleure manière de renforcer vos muscles est hors du vélo. Donc, il faut faire la préparation physique en salle. Ça sert à développer la force, surtout les jambes et le gainage. 1 ou 2 séances par semaine en salle, idéalement guidées par un entraîneur spécialisé ayant de l'expérience en cyclisme. Le but au début d'année est d'augmenter votre force musculaire, vraiment de l'augmenter, de le développer si vous voulez. Si vous êtes novice, soyez prudent quand même pour limiter les risques de blessure. Les exercices les plus basiques sont les squats, les fentes, les planches, les ponts, mais il existe beaucoup d'autres qui sont bénéfiques. L'essentiel, c'est d'apprendre la bonne technique pour éviter les blessures. Alors, ensuite, la souplesse et les étirements, 2 à 3 séances de 20 minutes par semaine. Le pilates ou le yoga peuvent être vraiment extrêmement bénéfiques. Et là encore, l'apprentissage d'une bonne technique est essentiel. Choisissez donc un praticien qui connaît le cyclisme et qui ne prend que des petits groupes, ou mieux encore les individus, pour que vous appreniez bien les mouvements. Donc, complétez occasionnellement avec d'autres sports, marche, footing, natation, etc. Parce que si le vélo est votre seul sport, vous allez accumuler des déséquilibres et des problèmes musculaires au fil du temps. Et ça, c'est pas bon. Voilà, je vous ai donné les principes et les lignes directrices qui devraient vous permettre de bien vous préparer d'ici à la mi-février. Rendez-vous le 8 février pour faire le point et parler de comment s'entraîner pendant la période qui restera. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces principes, créez votre propre plan d'entraînement personnalisé et puis mettez-le en œuvre. Si vous souhaitez un soutien professionnel pour être vraiment au top le jour J, nous pouvons vous aider de 2 manières complémentaires. D'abord, un stage d'entraînement pour faire un gros bloc d'entraînement ainsi qu'un coaching individuel sur vos compétences techniques et bien sûr de nombreux conseils et astuces pour votre préparation à l'événement elle-même. Ou un contrat de coaching individuel pour bénéficier, en ce cas-là, d'un suivi et des conseils personnalisés au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et d'ouvrir le micro pour vos questions.